Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions sociologiques. Collection dirigée par François Hénard et Franz Schultes. Questions sociologiques rassemble des écrits théoriques, méthodologiques et empiriques relevant de l'observation du changement social. Elle reprend à la fois des travaux élaborés dans le cadre de l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel et émanant du réseau de différentes institutions partenaires. Cette collection se veut délibérément ouverte à une grande diversité d'objets d'études et de démarches méthodologiques. Déjà paru. POGLIAMILETI Francesca, les enjeux du recensement de population aux États-Unis. Ethnicité, immigration et altérité, 2012. Hénard François, A.M. Jérôme, Cher Patrick, Le travail au noir. Pourquoi on y entre, comment on en sort, 2011. Bastien Clément, Borja Simon, Nagel David, Coord, Le raisonnement sociologique à l'ouvrage. Théorie et pratique autour de Christian de Montlibert, 2010. Nedelkou Miaela, Le migrant online, 2009. Delay Christophe, FRAUENFELDER Arnaud, Schultes Franz Pigot Nathalie, Les classes populaires aujourd'hui, 2009. Bello Hélène et Anchaud Caroline, L'usage de l'argent dans le couple, pratique et perception des comptes amoureux, 2008. Anchaud Caroline, Le couple, l'amour et l'argent. La construction conjugale des dimensions économiques de la relation amoureuse, 2008. Delay Christophe, FRAUENFELDER Arnaud, Schultes Franz, Maltraitance, contribution à une sociologie de l'intolérable, 2007. BURTONJEANGROS Claudine, Widmer Éric, LAVILE d'Épinay Christian éditeur, Interaction familiale et construction de l'intimité, 2007. Préambule. Avec la collaboration d'Olivier Danzer, Céline Didrich, Myriam Duflot, Valérie Koenig, Alexia Bouchière, Magali Stéphane, Jérôme Husson, Hervé Desguenon pour l'étude du surendettement des ménages français, de Catherine Iliopoulou pour l'analyse du champ économique grec dans le chapitre « Structure et fonctionnement du champ économique », l'exemple grec et la situation française, de Roger Bader pour les analyses démographiques et des '. Hassan El Moutaki pour les analyses de correspondance présentées dans le chapitre « La rationalisation de la gestion du personnel », de Saïdou Diallo pour les entretiens réalisés dans le cadre de l'enquête sur l'informatisation des entreprises du chapitre « Choix techniques, choix sociaux », la rationalisation de l'informatisation, d'Hervé Desguenon, de Muriel Ackermann, d'Anne-Sophie Leleu, d'Hélène Rousseau pour l'étude des publicités des entreprises dans Les entreprises à la recherche d'honneur et de prestige ou la rationalisation de L', accumulation d'un capital symbolique, ainsi que celle des étudiants et étudiantes de sociologie de l'Université Marc Bloch de Strasbourg qui ont réalisé soit un entretien, soit un test statistique, soit un codage de questionnaire. Je tiens aussi à remercier Simon Borja pour la mise en page, Robert Dumoulin pour l'organisation des schémas et diagrammes, Stéphanie Feder et Andan Bozlar pour leur travail de secrétariat et Chloé Strack pour sa relecture attentive. La vie économique est le domaine où les changements brusques, radicaux, sont les plus possibles. Elle oblige les individus à changer leur représentation et leur manière d'agir, et elle ne le peut que par l'intermédiaire des groupes qui la supportent, par l'influence que ces groupes exercent sur leurs membres. Maurice Halbwachs. Classe sociale et morphologie. Paris, édition de Minuit, 1972, réédition d'une publication de 1939. Ah. Vous connaissez bien votre époque. Aujourd'hui, madame, tous les sentiments s'en vont, et l'argent les pousse. Il n'y a plus que des intérêts, parce qu'il n'y a plus de famille mais des individus. Honoré de Balzac. Le Faiseur, acte 1, scène 6, 1848. Au moment où nous sortons de cette sphère de la circulation simple qui fournit au libre-échangiste vulgaire ses notions, ses idées, sa manière de voir et le critérium de son jugement sur le capital et le salariat, nous voyons, à ce qu'il semble, s'opérer une certaine transformation dans la physionomie des personnages de notre drame. Notre ancien homme aux écus prend les devants et, en qualité de capitaliste, marche le premier. Le possesseur de la force de travail le suit par derrière comme son travailleur à lui. Celui-là le regard narquois, l'air important et affairé, celui-ci timide, hésitant, rétif, comme quelqu'un qui a porté sa propre peau au marché et ne peut plus s'attendre qu'à une chose, à être tanné.
Karl Marx. Le capital, critique de l'économie politique. Le développement de la production capitaliste. Livre 1er, Paris, Édition sociale 1971. Réédition de l'édition de 1872. Parler de stratégie de reproduction, ce n'est pas imputer au calcul rationnel, ou même à l'intention stratégique, les pratiques à travers lesquelles s'affirme la tendance des dominants à persévérer dans leur être, c'est rappeler seulement que nombre de pratiques phénoménalement très différentes s'organisent objectivement, sans avoir été explicitement conçues et posées par référence à cette fin, de telle manière qu'elles contribuent à la reproduction du capital possédé. Pierre Bourdieu, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprits de corps, Paris, édition de minuit, 1989. À la mémoire de Nadia. À la mémoire de Nadia. Avant-propos. Si j'ai mis en exergue la citation de Maurice Halbwachs sur la variabilité du monde économique, c'est pour prévenir le lecteur que ce livre a été rédigé avant que la crise de la dette ne prenne l'importance qu'elle a aujourd'hui, en 2011, puisqu'à celle des banques s'ajoute celle des États. Si j'ai aussi cité Balzac, c'est pour rappeler que l'économie capitaliste a une histoire qui s'organise selon les structures sociales. Avec Marx, j'affirmais qu'il est impossible d'étudier le fonctionnement des entreprises sans les voir comme des machines à produire du capital. Enfin, la référence à Pierre Bourdieu introduit l'idée que l'univers économique possède un certain nombre d'invariants qui ne peuvent pas être pensés en dehors d'un rapport de domination. Mettre au jour ces invariants en objectivant les formes spécifiques prises dans une organisation sociale donnée est bien le but de la sociologie. Les analyses que je présente ci-dessous permettent-elles pour autant d'approcher la réalité des pratiques économiques ? Le travail de sélection des informations, je n'ai retenu qu'une infime partie de la masse des données recueillies, m'oblige à m'interroger sur les raisons des classements et des sélections que j'ai pratiqués. Était-il produit par un œil sociologique exercé par l'expérience professionnelle ou résultait-il, en même temps, peut-être même plus encore, d'un point de vue particulier ? Pour espérer y répondre, il me fallait résoudre les contradictions qui parcouraient mon intérêt pour un univers qui, en même temps, m'était aussi étranger. Je pouvais certes justifier cet intérêt par la fréquentation des œuvres des sociologues, qui, après avoir observé les conséquences de l'économie sur la vie quotidienne des salariés, s'étaient intéressés aux multiples effets de la recherche du profit sur l'organisation des rapports sociaux et ainsi, la replacer dans la perspective générale de la division du travail social. Je pouvais suivre les sociologues qui, dans un projet plus ambitieux encore, avaient cherché à mettre au jour les conditions sociales et culturelles, le plus souvent culturelles d'ailleurs, qui avaient permis le développement ici du capitalisme, et ailleurs d'autres formes de domination matérielle et symbolique, les économies dites primitives de redistribution, les économies de pénurie comme à Cuba assiégées par les USA depuis 1962 ou les économies récemment disparues comme économie étatique et planifiée de l'URSS ou les formes autogestionnaires yougoslaves. Je pouvais aussi soutenir cet intérêt par les questions qu'avait suscité l'observation des effets des décisions économiques dans les études empiriques que j'avais menées. Comment décrire la division du travail dans des entreprises sans tenir compte du poids du capital, des investissements technologiques ou des stratégies commerciales ? Comment analyser le développement de la formation permanente, sans étudier les stratégies patronales ? Comment ne pas voir que les pratiques des travailleurs sociaux étaient conditionnées par des effets économiques, produisant chômage et pauvreté ? Comment observer les conséquences des licenciements dans la Lorraine sidérurgique ? Comment rendre compte des effets du chômage, du temps partiel, des petits boulots, des détériorations des modes de vie dans de nombreuses parties de l'espace social et de l'espace urbain sans s'interroger sur les répercussions des décisions économiques ? Comment observer les modes de vie et décrire les représentations du monde des dominants sans voir tout ce qu'ils doivent à leur position dans le monde économique ? Comment étudier le pouvoir politico-étatique, en ignorant ses rapports avec le pouvoir économique ? Je savais que cet intérêt était soutenu par la certitude que, sous-jacent aux faits économiques, étaient à l'œuvre des phénomènes relevant des dimensions les plus archaïques de la vie sociale comme les forces d'appartenance à un groupe, ou l'opposition entre le profane et le sacré. Parce qu'une production scientifique, le plus souvent heuristique d'ailleurs, n'est jamais la production d'un individu isolé,
comme l'a si bien dit Maurice Halbwachs, mais toujours une production collective, ne serait-ce que parce que le chercheur n'est jamais seul mais toujours en relation par la lecture critique de leurs œuvres avec les autres chercheurs. Je savais l'importance des travaux de Durkheim, de Marcel Mauss qui, en interrogeant des sociétés primitives, montrait, on ne peut mieux que la conception d'une société faite des individus contractant les uns avec les autres était une fiction. Je connaissais l'importance de la dimension symbolique dans l'organisation du monde capitaliste, telle que l'œuvre de Max Weber le montrait à travers l'étude des manifestations religieuses. Je n'ignorais pas que Maurice Halbwachs avait bien dit que l'instinct d'acquérir connaissait des variations considérables et qu'il était plus juste de considérer que l'économie dépendait de la vie sociale. Je savais que Pierre Bourdieu avait remarquablement résolu les apories dans lesquelles étaient enfermées les études sur les inégalités et les classes sociales, en construisant un espace social où les dimensions économiques et culturelles déterminaient des positions. Je connaissais ses travaux permettant de comprendre le développement et le fonctionnement des champs, et ses analyses des rapports entre les champs au sein du champ du pouvoir. Je savais surtout comment il avait élaboré une théorie de l'économie des biens symboliques, qui prolongeait les travaux de ses prédécesseurs. À moins de refuser que la cumulativité, propre à tous les univers de la connaissance, existe aussi en sociologie ou à moins de s'en tenir à un essayisme propre à faciliter l'élaboration de propositions inconsistantes, incapables de rendre compte d'une réalité sociale, qui, quoi qu'en disent les tenants d'un relativisme subjectiviste intégral et cela même si le réel de la science ne se superpose jamais totalement avec la réalité historique du monde social, en n'exerce pas moins ses effets, il me fallait travailler avec les concepts et notions qu'ils ont élaborés. Pour avancer dans la construction d'un objet aussi central et en même temps aussi étrange, je ne pouvais qu'essayer d'objectiver le sens commun attaché à mon point de vue. En effet, la sociologie, plus peut-être que d'autres disciplines, est très dépendante des manières de voir, sans doute parce qu'elle est d'abord une observation et une description, c'est-à-dire un regard sur les pratiques sociales. On sait, depuis les travaux des artistes et savants de la Renaissance, ils étaient d'ailleurs l'un et l'autre à l'époque, que l'angle du regard crée l'objet. Il suffit pour le comprendre d'examiner les productions picturales des peintres italiens passionnés par la perspective, leur jeu avec les volumes convexes et concaves, les sphères et demi-sphères, chez Bellini ou Piero della Francesca par exemple, ou les études d'effets des optiques chez les peintres flamands ou encore, plus près de nous, les déconstructions du portrait par Picasso. Mais un point de vue, et cela a été bien montré par les réflexions de nombreux philosophes, n'est qu'un point parmi d'autres points de vue possibles. C'est dire qu'un point de vue sociologique particulier ne peut se définir et comprendre la sélectivité qu'il opère qu'en définissant et en comprenant la sélectivité qu'opèrent les autres points de vue comme l'a si bien dit Pierre Bourdieu. Affirmer cela impliquait donc d'objectiver, autant qu'il est possible, les préjugés sans doute liés à ma trajectoire personnelle, les prénotions véhiculées par mes références disciplinaires, la psychologie, les sciences de l'éducation et la sociologie, les manières de penser, en particulier le mode scolastique, intrinsèquement articulé avec ma position de professeur d'université en sociologie, et enfin les présupposés constitutifs de l'économie et de la sociologie. Réaction subjective et quotidienneté. Il n'est pas question de raconter ici une histoire personnelle marquée par la Deuxième Guerre mondiale, mais de préciser les conditions d'élaboration d'une pensée afin d'arriver à une objectivation du rapport subjectif à l'objet, qui, loin d'aboutir à un subjectivisme relativiste et plus ou moins antiscientifique, est une des conditions de l'objectivité scientifique. Je dirais seulement que j'ai connu, après la mort de mon père dans les combats de juin 1940, les restrictions de la période de guerre et d'après-guerre, les difficultés financières familiales, le statut de boursier puis, comme de nombreux étudiants, des emplois de surveillants maîtres d'internat d'abord et d'enquêteurs dans des bureaux d'études et de sondage par la suite, pour compenser une bourse inexistante ou pour compléter son montant insuffisant. Comme les situations sociales de l'enfance et de l'adolescence ne sont pas sans influer sur les destinées ultérieures. Pascal disait déjà combien le point de départ détermine le chemin ultérieur, mais aussi sur les prises de position en de nombreux domaines, même en matière d'adhésion à telle pensée économique, ce que la théorie de l'habitus permet de bien le comprendre. On ne s'étonnera pas que le monde économique me soit apparu longtemps comme un monde sous l'emprise de la nécessité et en grande partie hostile.
Des formes curieuses d'une solidarité familiale élargie qui venaient épisodiquement adoucir les rigueurs de la vie quotidienne, ne sont sans doute pas pour rien dans l'étrangeté qui m'apparaissait dans les finalités de l'économie. Enfin, soumis à l'encadrement de la jeunesse d'après-guerre, je ne pouvais ignorer les discours des éducateurs bénévoles qui entretenaient des rapports complexes et ambivalents avec l'argent. Tout cela me conduisait à intérioriser une sorte de défiance vis-à-vis du calcul du profit, lequel pouvait d'autant moins m'apparaître comme un idéal que je partageais avec des camarades, des jeux dangereux dans les ruines d'une ville de province dévastée par les bombardements, puis que je gravitais dans des petits groupes gauchisants, qui se constituaient à la périphérie d'une SFIO moribonde et trouvaient en quelque sorte une légitimation de mes positions d'apprenti intellectuel issu des apostrophes. Un monde dominé dans la découverte du surréalisme, du cinéma de la nouvelle vague, du jazz et du théâtre de Bertolt Brecht au TNP. Les quelques personnes que j'ai pu interroger à ce sujet manifestent, lorsqu'ils présentent des caractéristiques de trajectoire sociale très proches des miennes, des réticences très semblables à l'économisation des pratiques sociales. Tout se passe comme si la construction de l'habitus économique fait d'un regard calculateur, pragmatique, à la limite parfois d'un cynisme intéressé, heurtait souvent des manières de penser, de faire, de sentir les plus ancrées dans les apprentissages et conditionnements de la vie quotidienne. Il faut sans doute que dès le plus jeune âge, une représentation de l'organisation rationnelle des pratiques en vue de maximiser l'intérêt propre ait été intériorisée pour que l'habitus économiste puisse se développer, être enfant de commerçant ou de chef d'entreprise par exemple, ou mieux encore, être issu d'une lignée qui doit sa place sociale à l'exercice des apostrophes. Une activité consacrée à la recherche du profit financier est une condition souvent suffisante, mais il faut aussi que la relative maîtrise de processus de reproduction sociale à base financière ait placé l'agent dans des positions qui exigent la pleine réalisation de cette manière de faire, devenir cadre dans une firme par exemple, pour que cet habitus économiste devienne une seconde nature. Reste que ce ne sont pas seulement les manifestations d'un habitus différent de celui que nécessite l'économie, qui inhibent la possibilité d'une compréhension spontanée de l'économie, mais aussi, et peut-être surtout, les références disciplinaires propres aux situations professionnelles qui interviennent en constituant un ensemble de connaissances théoriques et pratiques qui en freinent la compréhension sociologique. L'éducation des adultes, là où j'occupais mon premier poste est en effet construite dans un rapport ambivalent vis-à-vis de l'économie. D'un côté, discipline ancillaire, la formation se proposait de mieux répondre aux besoins en formation des entreprises, d'y faciliter les communications, quitte à bouleverser les traditions hiérarchiques les plus conservatrices, de permettre aux individus d'étendre non seulement leur savoir et leur savoir-faire mais aussi de développer un savoir-être adapté aux exigences de la modernité et ce faisant, amener les jeunes sociologues à mener des enquêtes, observations et entretiens, dans des entreprises industrielles dont la puissance sociale apparaissait proportionnelle à la visibilité des investissements techniques. Ainsi ce travail me rapprochait de l'économie. D'un autre côté, l'éducation des adultes, adossée à une téléologie de l'épanouissement des potentialités latentes de la personne, s'opposait aux exigences d'une économie vite perçue comme une machine adaptative utilitariste. La modernisation de cette philosophie personnaliste, déjà teintée de quelques nuances libertaires par des emprunts hétéroclites allant des méthodes actives de De Crowley ou de Célestin Freinet, avec des références aux diverses écoles psychanalytiques très à la mode à l'époque chez les formateurs jusqu'aux travaux des apostrophes Althusser sur les appareils idéologiques, donnait aux théories de la participation prônées à ce moment une allure, si ce n'est révolutionnaire, mais en tout cas très critique de la rationalité calculatrice. Cette ambivalence vis-à-vis de l'économie, je la retrouvais dans la sociologie que j'enseignais à l'université quelques années plus tard. D'un côté, les luttes universitaires, lutte entre universitaires mais aussi lutte entre les différentes familles révolutionnaires étudiantes, particulièrement intense dans cette période postérieure à la révolte de 1968, a mené sans cesse nombre de sociologues à s'intéresser à l'économie, plus précisément d'ailleurs aux conditions matérielles d'existence et à se référer à Marx, moins au Marx figé par l'exégèse communiste dans une position de prophète du sens de l'histoire au Marx observateur attentif des transformations des rapports sociaux en Angleterre, comme le montrent ses nombreuses notes de bas de page du Capital.
Cette critique des méfaits de l'économie capitaliste était renforcée par les orientations de nombreux professionnels des sciences sociales qui scrutaient la persistance, l'ampleur ou la variation des inégalités sociales, et ceci même au sein du ministère des Finances, comme en témoignent les nombreux articles consacrés aux effets inégalitaires des origines sociales publiés entre 1970 et 1980 dans Économie et Statistique. D'un autre côté, les mêmes luttes universitaires, sensibles paradoxalement à la critique radicale des pouvoirs que menaient des philosophes comme Deleuze ou Foucault, renforçaient la méfiance vis-à-vis de l'économie et inversement, en conduisaient d'autres, toujours plus nombreux à la faculté de sciences sociales de l'Université des lettres et sciences humaines de Strasbourg, à refuser l'analyse des structures sociales au profit des approches phénoménologiques ou ethnométhodologiques. À Strasbourg, au sein de la faculté des sciences sociales où j'arrivais en 1973, les référentiels théoriques, sous l'influence sans doute de Julien Freund, étaient très éloignés de la sociologie marxiste ou durkheimienne, ou même des lectures de Weber attentives aux formes de domination sociale, le sujet, ou plutôt pour le dire autrement, l'individu, apparaissait comme l'objet privilégié des réflexions. Ne fallait-il pas protéger sa liberté menacée par les philosophies du soupçon? Ce qui me conduisait, plus attaché que j'étais à une sociologie organisée par une philosophie rationaliste de la connaissance héritée de Durkheim, à accentuer l'importance que j'accordais aux formes de domination. Domination matérielle de travail que j'analysais dans la sidérurgie et dans la cimenterie, domination douce, psychologisée des travailleurs sociaux, domination violente des transformations industrielles et des licenciements collectifs, domination politique à même d'organiser les conditions nécessaires à la reproduction sociale au mieux des intérêts des classes dominantes. Les caractéristiques de ces deux situations de travail, dans l'éducation permanente et dans l'université, parce qu'elles sont liées à l'histoire sociale des deux disciplines, l'économie et la sociologie, ont en quelque sorte permis à un habitus producteur d'un intérêt pour le monde social, en même temps que d'une méfiance vis-à-vis de l'économie marquée par l'utilitarisme, de trouver à s'actualiser. Mais pour mieux le comprendre encore, pour accomplir le projet scientifique en sciences sociales, il faut faire un pas de plus dont les sciences de la nature peuvent se dispenser. Pour porter au jour l'inconscient transcendantal, comme l'appelle Pierre Bourdieu, le cacher par excellence, ce qui échappe au regard de la science parce qu'il se cache dans le regard même du savant, il faut historiciser le sujet de l'historisation, objectiver le sujet de l'objectivation, c'est-à-dire le transcendantal historique dont l'objectivation est la condition de l'accès de la science à la conscience de soi, c'est-à-dire à la connaissance de ses présupposés historiques. C'est dire qu'il importe au moins des apostrophes. Esquisser une sorte d'histoire des relations de ces deux manières, l'économie et la sociologie, de penser le monde social. Économie et sociologie, deux disciplines devenues rivales. Il est vrai que les difficultés de la sociologie à étudier les pratiques les plus conditionnées par l'économie, à l'instar des difficultés de la science économique à tenir compte de dimensions sociales autrement plus complexes que celles que détermine l'intérêt matériel, ont été constituées historiquement. L'histoire des deux disciplines a conduit au renoncement des sociologues, après la Première Guerre mondiale surtout, en dehors, et la réserve est de taille, de Maurice Halbwachs et de nombreux ethnologues, à traiter de certains objets abandonnés aux économistes et au refus des économistes d'abandonner les prémices de l'économie néoclassique et l'épistémologie qui l'accompagne. Ainsi la sociologie s'est-elle constituée, que ce soit en France ou en Allemagne, dans une volonté de se démarquer de l'économie, non pas pour la rejeter. Le premier travail de Durkheim sur la division du travail social est une analyse qui traite d'une façon sociologique des formes de l'économie, tout comme l'apostrophe. L'œuvre de Weber est entièrement consacrée au développement du capitalisme, mais pour la replacer dans un ensemble de dimensions sociales, parmi lesquelles les formes de solidarité qui structurent la vie du groupe, pour Durkheim et Mauss, et les opérations cognitives qui soutiennent les conceptions symboliques du monde et dépendent de l'appartenance à un groupe, pour Weber et Durkheim, occupent une place importante. L'économie, de son côté, a été très vite portée à vouloir donner une explication totale du monde, exclusive de toute autre approche. Comme si toutes les conduites relevaient d'un utilitarisme qui ne pouvait concevoir que des individus séparés les uns des autres ne s'associant que pour tenter de maximiser leurs bénéfices. Mais l'économie, ne pensant qu'en termes de calcul et fascinée par la réussite des sciences dures, s'est aussi efforcée, comme le faisait déjà remarquer Weber,
de construire des modèles mathématiques très éloignés des réalités quotidiennes. Walras, Menger, Zevon, pour ne citer que quelques-uns des fondateurs de la discipline, continuant les travaux de leurs prédécesseurs, Cournot par exemple, constituèrent l'économie autour de notions abstraites, décontextualisées de toute référence à des pratiques sociales et vite hypostasiées. De là, leurs successeurs eurent au fait de mathématiser à outrance en imposant une pensée déductive, comme en physique et en chimie. Cette économie qui reposait sur la vision anthropologique d'individus isolés, mus par l'égoïsme de leur intérêt, ne s'accordant aux autres que par contrat ou par convention, cette manière de voir se prolonge aujourd'hui dans la Rational Action Theory, ou dans son succédané français de l'individualisme méthodologique, était à l'opposé d'une sociologie qui refusait de soumettre l'ensemble des pratiques, des représentations et des institutions à l'esprit de calcul et acceptait encore moins une conception de la société faite des arrangements entre individus, que ce soit des contrats, des combinaisons ou des interactions. Ce n'est pas pour autant que la sociologie nie le déterminisme de l'intérêt, matériel, affectif ou symbolique, comme le montrent bien les critiques menées par Durkheim de la naïveté d'un Le Play trop pétri à ses yeux des conceptions chrétiennes d'une nature humaine angélique, mais elle refuse qu'il soit réduit au mobile d'une recherche exclusive de profits financièrement calculables par des individus conçus comme des éléments indépendants les uns des autres. Dès les débuts de la sociologie, Durkheim par exemple, en faisant remarquer que l'intérêt qui conduit aujourd'hui à la coopération entre deux individus peut les amener à s'opposer le lendemain, affrontait les conceptions que développait alors Stuart Mill qui faisait de la maximisation de l'intérêt financier le principe de toutes les conduites, et celle de Spencer qui ne voyait dans la société qu'une combinaison d'individus. Rien d'une certaine façon ne montre mieux cette opposition aux conceptions libérales du monde social soutenues en France dans le monde des sciences sociales naissantes par Worms et Leroy-Beaulieu, que l'étude du suicide menée par Durkheim et l'analyse du don construite par Marcel Mauss où chez le premier une sorte d'humeur sociale, et chez le second, une logique symbolique autorisant la confiance et la reconnaissance structurent les pratiques quotidiennes les plus matérialistes. On sait par exemple que la loi de conservation de la violence découverte par Durkheim implique que la violence sociale, entraînée par les inégalités sociales, les formes de précarité et de chômage, l'absence de droits et l'assignation d'individus dans des positions stigmatisées, formes extrêmes des rapports entre des groupes sociaux, se transmettent dans les situations quotidiennes les plus banales et structurent les réactions des individus sans qu'ils y puissent quelque chose. On sait aussi que le néolibéralisme, 100 ans après la découverte de cette loi, vient la vérifier, puisqu'il entraîne une sorte de processus de décivilisation, ou bien plus exactement une marginalité avancée, comme l'a appelé L. Vacan, qui résulte des mutations des économies et des politiques étatiques des sociétés capitalistes occidentales. On sait aussi que Marcel Mauss, de son côté, recherchait dans les sociétés du Pacifique des formes sociales inventées par les Mélanésiens pour inhiber la violence des rapports marchands, ne serait-ce qu'en différenciant le kula, échange qui s'inscrit dans une dynamique d'honneur, du jimoili, activité commerciale. Il montrait que la logique du don impliquait des dimensions symboliques essentielles, comme la reconnaissance de l'autre, la prise en compte du groupe d'appartenance et la mise à distance des pratiques de préhension et d'accaparement. En somme, dès le départ, les deux disciplines s'opposaient l'une à l'autre quant à la définition et à la manière de traiter leur objet. D'un côté, l'économie, dès ses débuts, présupposait un homo economicus universel et intemporel. De l'autre côté, la sociologie naissante, dès les précurseurs comme Montesquieu et Auguste Comte, et a fortiori avec les fondateurs comme Émile Durkheim, Marcel Mauss ou dans une autre tradition, Max Weber, cherchait à expliquer la diversité de formes sociales sans cesse transformées par l'histoire et en même temps à comprendre ce qui, à travers toutes les différences, relevait des caractéristiques des groupes sociaux. Que l'économie soit enseignée, dès le début du XXe siècle dans les facultés de droit alors que la sociologie était enseignée à l'université de lettres, à Strasbourg, l'économie est même devenue, après la réorganisation des universités qui suit 1968, une composante de l'université des sciences, ce qui la rapprocha, au moins spatialement, de son idéal de sciences dures, alors que la sociologie était enseignée à l'université de lettres et sciences humaines, que ces deux disciplines ne recrutent pas leurs étudiants dans les mêmes groupes sociaux, qu'elles s'opposent dans la recherche de financement. Vers 1930, Charles Rist et Marcel Mauss, par exemple, se sont opposés pour l'obtention des crédits Rockefeller,
ne furent pas faits pour les amener à se rejoindre au sein d'une conception plus unitaire des sciences sociales. La proximité de la sociologie avec la philosophie et l'histoire a sans doute contribué à une certaine méfiance vis-à-vis d'une explication économique, et même, chez certains, à un refus radical, alors que la proximité de l'économie avec la formation des élites d'une part, et d'autre part, le rêve de l'économie de tout mathématiser conduisait à ignorer, et même parfois, à mépriser aussi bien les contingences de la vie quotidienne que les dimensions symboliques que prenait en compte l'explication sociologique. Cette dynamique a été renforcée par les effets spécifiques de l'autonomisation du champ intellectuel. En effet, l'université a depuis longtemps développé un esprit particulièrement éloigné de l'univers des contraintes de la pratique sociale. Dès la Renaissance se mit en place, Ernst Cassirer l'a remarquablement montré, un processus de mise à distance des aspects matériels des rapports de production et d'échange. Comme l'écrit Pierre Bourdieu, c'est seulement au terme d'une lente évolution tendant à dépouiller de leur aspect symbolique les actes et les rapports de production que l'économie a pu se constituer en tant que telle, mais à l'inverse, ce n'est qu'au prix d'une rupture tendant à refouler dans le monde inférieur de l'économie, l'aspect économique des actes et des rapports de production proprement symboliques que les différents univers de production symbolique ont pu se constituer en tant que microcosmes clos et séparés, ou accomplissent des actions de part en part symboliques, pure et désintéressée, du point de vue de l'économie économique, fondée sur le refus ou le refoulement de la part du travail productif qu'elles impliquent. L'économie savante, élaborée à l'université, n'échappa pas à ce mouvement général. Aussi, très tôt, se débarrassa-t-elle de tous les aspects symboliques de la vie matérielle et plus tard des aspects concrets pour constituer des modèles purs. C'est dire que l'économie se constitua en mettant à distance les pratiques sociales. Cette dynamique d'autonomisation du champ culturel poussée à l'extrême a conduit cette pensée scolastique à une espèce d'épistémocentrisme hautain qui engendre une anthropologie irréaliste, qu'on pourrait baptiser aussi d'illusion intellectualiste. L'économie enseignée à l'université est porteuse de cette manière de voir, surtout lorsqu'elle traite du travail de production et des conditions de vie matérielle. Tout se passe comme si c'était d'ailleurs en refusant ce type d'objet, ou plus exactement en transformant ces objets en signes abstraits mathématisables, en fournissant en somme des interprétations cultivées de pratiques ignobles, qu'elle avait pu acquérir le respect des disciplines plus renommées et devenir la science de la légitimation des décisions des dominants. Inversement, la sociologie, depuis les travaux pionniers de Maurice Halbwachs sur les budgets ouvriers et de Max Weber sur les conditions de travail et de vie des ouvriers agricoles des grandes exploitations de Prusse, au début du XXe siècle, à moins de renoncer totalement à ses ambitions et à ses méthodes et de enfermé dans une contemplation du monde ignorante aussi bien de ses pratiques les plus concrètes que des activités sociales les plus symboliques, ce qui malheureusement arrive parfois et peut-être plus encore en sciences humaines, où a si longtemps perduré le paradigme lettré, qui conduisait à considérer comme au mieux mineurs et plus souvent comme méprisables les objets qui ne relevaient pas de la métaphysique, de la philosophie, de la littérature classique, de l'histoire de l'Antiquité ou du Moyen Âge, ou qui s'apparentaient à des autres aires culturelles que celles de la culture européenne, ne peut se dispenser de terrain d'enquête, même si, malgré la résistance des faits observés, la tentation de la grande théorie ou de l'essayisme brillant conduit à attribuer un sens à des pratiques qui n'en peuvent mais. C'est dire que la sociologie, dès lors qu'elle accepte que les agents suivent spontanément des régularités qui ne sont en rien les règles qu'elle aurait bien voulu énoncer, devient pourvoyeuse d'expériences et de concepts pour d'autres disciplines, mais aussi de critiques de celles qui sont les plus distantes des pratiques sociales. D'une certaine façon, la sociologie, qui n'en a pas moins de grandes difficultés à comprendre les comportements économiques d'agents pris dans des rapports de production définis, est aussi la science qui pourrait obliger des disciplines comme l'économie à se confronter à des pratiques sociales que les modèles mathématiques hypothético-déductifs ignorent. Reste que, bien souvent, les enquêtes sociologiques, surtout lorsqu'elles portent leur regard sur les conditions de vie des dominés en ignorant ce que celles-ci doivent aux exigences des positions des dominants, contribuent, elles aussi, à renforcer la domination en donnant à ceux-ci les moyens d'affiner leur appréhension du monde social et plus encore, les moyens de renforcer la capacité persuasive des pratiques discursives qu'ils doivent nécessairement mettre en œuvre pour voiler la réalité de la division sociale du travail.
C'est dire que la sociologie, et plus généralement les sciences sociales, en prenant le relais des discours moralisateurs puis paternalistes du XIXe siècle, ont toutes les chances de fournir aujourd'hui aux dominants les instruments de leur domination symbolique. Mieux, dans la mesure où le travail intellectuel, en tant que temps libre et originellement lié à l'indépendance vis-à-vis des contraintes de la vie quotidienne que procure la maîtrise des rapports de production, alors que ceux qui doivent louer leur force de travail sont assignés au travail matériel et doivent nécessairement, pour pouvoir reproduire leur existence, ajuster aux conditions de la reproduction de cette division qui prévalent à un moment donné, et sachant que la pensée dépend des rapports sociaux sans en être pour autant en rien le reflet, ou pour le dire autrement, en suivant Marx lorsqu'il montre que les idées sur le monde social peuvent très rapidement se transformer en idées justificatrices de la division sociale du travail et de son masquage, on peut craindre que toute sociologie, même la plus critique, qui ne armerait pas épistémologiquement contre elle-même, ne soit vouée à contribuer à l'élaboration de l'ensemble théorique qui légitime la domination. On comprendra aussi qu'il y ait de fortes chances pour qu'une sociologie critique ne puisse apparaître à la conscience des sociologues critiques et devenir possible qu'à partir du moment où les conditions qui l'empêchaient deviennent moins efficientes, ou pour le dire autrement, lorsque les contraintes de la reproduction de la division sociale ont suffisamment changé pour permettre à certaines formes de délégitimation d'apparaître pensables et dissibles. Dans ces conditions, les relations entre les deux disciplines ne peuvent être que difficiles, tant leur méthode et plus largement leur épistémologie les séparent. Pourtant, depuis quelques années, des économistes s'efforcent de sortir du schématisme de l'homo economicus, en analysant les stratégies des agents qui font l'économie alors que des sociologues, refusant l'abandon de tout un secteur des pratiques sociales aux seuls économistes, s'intéressent au fonctionnement de ce champ. C'est dans cette perspective que je me suis placé ici. Les études que j'ai rassemblées ont pour objet de mieux comprendre les stratégies des firmes dans le champ économique et de montrer que des décisions économiques, comme les investissements publicitaires, les investissements technologiques ou les changements de modalités de gestion du personnel, impliquent bien d'autres dimensions sociales que celle de la simple maximisation du profit par des individus rationnels. En effet, si s'inspirer de Marx s'avère indispensable pour saisir les manières dont s'organise le processus d'exploitation qui permet d'extraire la plus-value, source de tout profit, saisir la relation unissant aujourd'hui le chômage et la précarité à la flexibilité justifie de restituer d'une part les croyances des dirigeants qui la légitiment et d'autre part, les représentations du monde et des modes de vie que fabriquent chez les dominés, les victimes de la violence du chômage, la nécessité dans laquelle ils se trouvent de reproduire les moyens de leur existence. De même, on ne peut comprendre la hausse incessante de la productivité qu'en examinant l'enrôlement de la science, et surtout des technologies, dans l'accroissement de la plus-value relative et aujourd'hui, la place qui revient dans cette course à l'informatisation des entreprises, dynamique qui ne fonctionne qu'autant qu'elle est au cœur des investissements cognitifs et affectifs d'ingénieurs et de techniciens, on pourrait dire aussi de leur illusio chargée dans la division du travail des apostrophes. Une partie du travail intellectuel à même de régir le travail matériel. Tenter de faire cela suppose, on l'aura compris, de considérer comme centrale la reproduction des moyens de production de l'existence, ou pour le dire autrement, d'analyser des pratiques et d'élaborer des raisonnements sur le monde social à partir du fait que le monde est de plus en plus un monde construit socialement. Même la nature, comme le montrent les variations du climat, est affectée par les effets des pratiques sociales. Ce qui suppose encore d'en étudier les variations en fonction des différenciations historiques que le monde social connaît. Cette exigence repose elle-même sur la reproduction des rapports de production qui n'existent pour le moment que sur la base des inégalités qui séparent les propriétaires des moyens de production de ceux qui doivent louer leur force de travail. Inégalité qui se reproduit elle-même et se justifie par la division sociale entre travail intellectuel et travail matériel. C'est sur la base de cette double différenciation, dans laquelle on peut voir un doublé des inégalités, dont la structure de l'espace social en fonction du capital économique et du capital culturel d'une part et du volume du capital d'autre part, rend bien compte que s'organise la reproduction de l'appropriation des positions dominantes et de leurs avantages, comme la reproduction de l'assignation dans des positions dominées et de l'intériorisation de leurs contraintes.
Mais cette reproduction ne peut se mettre en place et fonctionner efficacement que pour autant qu'elle est inscrite dans la réalité des structures qui la produisent, c'est-à-dire dans les modes de pensée des classes dominantes qui ont œuvré à la mise en place de ces structures. Elle demande aussi que ces processus et procédures soient sans cesse légitimés pour s'imposer à la conscience des dominés. Elle ne peut enfin atteindre son efficace que pour autant que les dominés aient intériorisé des manières de penser et de faire qui les conduisent à accepter comme allant de soi les limitations qui leur sont imposées. Reste que cette reproduction des rapports de production connaît des différenciations en fonction du type d'organisation et de régulation des pratiques qui la facilitent. Ainsi, l'organisation des rapports de production dépend de la structuration d'un champ économique, lequel s'est, à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle, de plus en plus autonomisé au point de pouvoir aujourd'hui imposer son emprise sur d'autres types de pratiques qui jusqu'alors trouvaient leur nomos dans d'autres configurations et qui maintenant n'en peuvent mais. Les luttes qui s'engendrent au sein de ce champ économique entre les tenants des positions dominantes sont sans doute d'autant plus intenses qu'elles mettent en question le contenu de la légitimation de la division sociale du travail. Les représentations, les images, les connaissances, à partir desquelles s'élaborent les discours qui s'affrontent, trouvent, il est vrai, leur principe de cohérence dans les variations de l'habitus économique qui différencie des agents qui doivent leur modalité d'existence à la place qu'ils occupent dans la division sociale et qui ont toutes les chances d'être issus des diverses positions sociales intéressées, chacune selon leur modalité propre, à la reproduction de la division sociale, à la légitimation de l'organisation sociale qui la réalise, et à l'appropriation des avantages qu'elle permet d'obtenir dans une position donnée. On comprend dans ces conditions que les luttes symboliques soient centrales, qu'elles soient internes au champ économique pour par exemple capter la confiance des consommateurs ou pour disqualifier les marques concurrentes, qu'elles visent à organiser au mieux les modes de domination de la force de travail ou à inhiber les contestations qui s'y développent, ou qu'elles soient externes au champ économique, pour chercher à exercer une pression sur le monde politique pour modifier, tout en la maintenant, les moyens utilisés ou utilisables, Aire d'application, l'intensité et la durée des procédures sociales de reproduction. Introduction, l'État et le champ économique. La phase actuelle de financiarisation de l'économie n'est pas née d'une nature capitaliste. Dans la mesure où les pratiques sociales ne sont ni intemporelles ni universelles, elle a été, comme tous les grands changements, le résultat de stratégies diverses élaborées par les dominants du champ économique et politico-administratif, mises en place par des politiques d'État, qui après avoir contrôlé, du moins partiellement, les processus économiques durant la période postérieure à la Deuxième Guerre mondiale, se sont convertis d'abord au libéralisme, puis à une politique de désinflation compétitive, pour enfin se rallier à un néolibéralisme que n'aurait pas renié Hayek, afin d'imposer le recours au marché, comme solution idéale. Histoire brève des rapports entre l'État et l'économie. Pour bien comprendre les places qu'occupent dans le champ du pouvoir les politiques d'État, d'une part, et les stratégies économiques, d'autre part, il faut revenir sur l'histoire des marchés financiers, qui est indissociablement liée au développement des États européens. On sait que le capitalisme, au sens de marché financier tel que l'entendait F. Brodel, est apparu au XVIIe et XVIIIe siècle à Venise, à Gênes, à Anvers, de manière relativement désordonnée d'abord pour être ensuite organisé par les commerçants d'Angleterre et de Hollande. L'utilisation de nouveaux instruments financiers à Amsterdam et à Londres permit aux agents qui dirigeaient ces États de consolider leur avantage sur leurs rivaux espagnols et français. Au XVIIIe siècle, en France, les tentatives de développement de sociétés par actions, de création de lieux de vente et d'achat de titres, d'élaboration de comptabilité échouèrent. Il a fallu attendre la fin de la Révolution pour que la législation, malgré les efforts antérieurs de Turgot pour déréglementer l'État royal, permette la mise en place de marchés financiers. De fait, il n'y a pas d'activité économique qui ne soit aujourd'hui plus ou moins encadrée par les formes étatiques qui existent à un moment donné, à minima par la concurrence directe de l'État intervenant comme agent économique. Les administrations constituent d'ailleurs dans nombre de pays l'agent économique le plus puissant, par le droit régissant la concurrence, par le prélèvement de taxes et impôts sur les revenus des entreprises, à maxima avec la nationalisation des firmes, en France, dans le contexte politique de Après Deuxième Guerre mondiale,
sachant que dès le Front populaire, on parlait de nationalisation, la planification, de 1945 à la présidence de Giscard d'Estaing, la constitution d'une politique économique de plein emploi, le contrôle de la masse monétaire et du taux de change. Entre ces deux pôles, on trouverait des situations très diverses. Cette imposition d'un contrôle ou d'un encadrement des pratiques du champ économique par le champ politico-étatique est ancienne. Elle est dans bien des cas constitutive du développement du champ étatique. C'est le plus souvent pour assurer les revenus de l'État et par la même occasion, pour assurer leurs revenus propres que les familles régnantes et leurs hommes de confiance qui avaient comme fin le libre développement de l'activité économique dans des territoires conquis, ont multiplié les institutions de contrôle et de régulation sur lesquelles se sont développées les structures étatiques. On sait aussi que le financement de la guerre a conduit très tôt le pouvoir royal à développer taxes et fiscalités, qui d'occasionnelles deviendront permanentes, et à mettre en place, parce que leur levée et leur perception suscitent des révoltes, des systèmes de contrôle efficaces. Pour le dire rapidement, plus la société devient monétarisée, et plus l'État est à même d'exercer une surveillance active, plus il devient capable d'exiger le versement de tributs, de loyers, puis de taxes sur les flux de personnes, de marchandises, sur les fonds et enfin sur les revenus. Les politiques d'État, ou plus précisément les groupes qui les dirigent, participent, pour faciliter l'élargissement et le contrôle des marchés, à la construction d'entités comme les provinces. En somme, l'extension des pouvoirs d'État entraîne une administration plus efficace qui permet à la noblesse d'Europe qui la dirige de prendre de plus en plus d'importance. Reste que, même si, dès qu'ont été séparés les revenus des familles régnantes et les comptes du royaume, les gouvernants des États européens avaient imposé des normes générales d'organisation de la vie économique, les vérifications des comptes, des bilans, les obstacles sociaux et institutionnels à la financiarisation des activités économiques demeuraient considérables et qu'il ne faudra rien de moins que la Révolution en France pour la réussir. Ainsi l'État, différemment selon les histoires nationales, s'est-il constitué comme le principal agent économique avec ses systèmes de perception des taxes, d'investissement et de redistribution. À partir de nombreux conflits entre le capital et le travail, craignant les mobilisations collectives des salariés, les dirigeants d'État seront amenés à plus ou moins intervenir dans la régulation de la production et dans la régulation de l'emploi de la force de travail. Dans cette perspective, Mikael Burawoy a remarquablement montré que tout opposait, vers 1970, l'État suédois, qui possédait alors des systèmes forts pour réguler l'entreprise et protéger la force de travail, et le Japon qui ignorait largement les uns et les autres, comme tout opposait l'État anglais, qui n'intervenait pas dans la régulation des entreprises mais possédait à l'époque un système d'assurance sociale développé, et les USA qui à l'inverse avaient que des systèmes de sécurité sociale très parcellaires et limités, et une régulation juridique des entreprises très poussée. En France, à la suite de nombreuses manifestations, grèves et résistances, s'est mise en place une sorte de couplage très imparfait entre sécurité sociale et salariat qui n'a pu exister. L'usage du passé composé s'impose d'autant plus que les politiques néolibérales exigent un abandon de ces formes instituées, cadossées, premièrement, sur un droit de travailler qui l'emportait parfois sur le droit de la propriété ou sur le droit de la concurrence, deuxièmement sur une politique économique orientation keynésienne qui tendait vers le plein emploi, et enfin sur un développement de systèmes collectifs de protection contre les aléas de l'existence dont l'État se portait garant. Comme l'écrivait Fernand Braudel, il faut que l'État soit suffisamment fort pour freiner l'essor du capitalisme, qui l'a favorisé mais qui à son tour est capable de le gêner. Si l'activité de production et d'échange, qui est loin d'avoir été toujours et d'être partout inégalitaire, comme le remarque l'anthropologie économique, existe dans toutes les sociétés, l'économie n'a pu se constituer comme un champ que pour autant que des pratiques développées au sein de l'État ont favorisé les processus d'autonomisation. Hier, les familles régnantes, et plus largement les groupes dominant l'État, en pacifiant l'espace dans lequel les activités économiques se déroulaient et en mêlant habilement intérêts militaires et intérêts économiques pour affirmer leur puissance, contribuaient fortement au développement des pratiques économiques. Aujourd'hui, en intervenant directement dans la vie économique, financement des activités militaires, scolaires ou sociales,
en organisant les chaînes d'. Interdépendance de plus en plus longue et diversifiée entre les agents et les organisations économiques, en les régulant par un droit dont il est à la fois le producteur, dans le champ politique, et le garant de son application, dans le champ juridique, en facilitant l'organisation rationnelle de l'entreprise et de la vie professionnelle, en diffusant des représentations de l'économie, les groupes politiques vainqueurs des élections et les hauts fonctionnaires dirigeant l'État, même dans le cadre des politiques libérales, en organisent pas moins le fonctionnement de l'économie. Sur le plan économique, tout se passe donc comme si l'État, cette fiction réalisée, remplissait deux fonctions principales. D'une part, favoriser l'accumulation du capital. D'autre part, participer activement à la légitimation de l'ordre établi en résolvant autant que possible des contradictions entre les exigences sociales revendiquées par les salariés et les citoyens et les exigences de la rentabilité du capital. Pour soutenir le fonctionnement de l'économie, et en fonction des rapports de force politiques, l'État intervient en finançant des dépenses publiques, en subventionnant le capital grâce à des mesures fiscales, des prêts et des crédits, en assurant le coût du financement de la reproduction de la force de travail, santé, formation des qualifications, etc., en contribuant à la production des connaissances qui aujourd'hui prend de plus en plus d'. Importance dans le profit. Recherche fondamentale et appliquée, fonctionnement des universités et réformes pour ce faire, en facilitant la circulation des marchandises, en participant à la conquête de marchés nouveaux pour permettre l'écoulement de la production, particulièrement avec les ventes d'armes, de nefs et aéronefs, etc., et la présence diplomatique de plus en plus reconvertie en représentation commerciale, en contribuant enfin, et ce n', et pas la moindre des fonctions, à la reproduction des rapports sociaux, avec l'élaboration du droit, de l'information, des normes éducatives, etc., pour permettre la reproduction des positions sociales dominantes et dominées, le renouvellement des processus producteurs des inégalités et enfin pour faciliter l'appropriation de ces avantages par les groupes sociaux déjà favorisés. Mais cela n'est possible que parce que l'État justifie et impose la légitimité de son action, ce qui, à son tour, n'est possible que parce que l'État est lui-même le produit de croyances qui le légitiment et justifient son pouvoir. Paradoxalement, les soutiens que les dirigeants des États ont apportés au capitalisme se retournent aujourd'hui contre eux. Les politiques étatiques monétaires apparaissent comme trop contraignantes aux agents dominant le marché de l'argent. Les prélèvements que les États pratiquaient pour assurer le développement des institutions sociales sont pour eux autant d'argent retiré du marché financier. Les politiques sociales, et surtout le droit du travail, leur semblent des obstacles bien inutiles à la profitabilité. Aussi de multiples stratégies sont-elles mises en place par les agents dominant le champ économique pour permettre une meilleure rentabilité. Si les dominants de l'univers étatique, maintenant, restreignent leurs interventions ou prennent des mesures pour atténuer les contraintes des réglementations affectant les entreprises, transforment, en le limitant, les zones d'application du droit du travail, réforment les systèmes d'assurance sociale, c'est bien parce qu'ils acceptent, parce qu'ils partagent les mêmes représentations du monde que les dirigeants des entreprises, d'être l'objet de pressions considérables de la part des firmes capitalistiques, lesquels, bénéficiant d'une absence de réaction de salariés individualisés et soumis au chantage d'entreprises qui ne leur laissent que le choix du chômage ou de la réduction de salaire, créent des poches de main-d'œuvre exploitables, utilisent les possibilités techniques de fragmentation des processus de travail et jouent des changements d'. Échelle grâce au transport et communication. Mais pour expliquer un peu mieux cet abandon de l'État, encore faut-il analyser plus en détail la politique de l'État qui organise son propre retrait en confiant au marché financier les moyens de ses interventions. Les politiques d'État aujourd'hui et la crise financière. Aujourd'hui, en effet, les politiques des États soumis à l'emprise d'un néolibéralisme qu'ils ont mis en place peuvent schématiquement se ramener à 3. Déréglementation de la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des forces de travail, privatisation des entreprises nationalisées, des banques aux entreprises industrielles et enfin financiarisation de la dette publique, qui a fortement augmenté dans la mesure où les orientations politiques dominantes, c'est-à-dire celles des dominants, veulent diminuer le poids de l'État et modifier la répartition de la charge des impôts,
dans la mesure aussi où, avec la mondialisation, s'accroissent rapidement les possibilités d'évasion et de fraude fiscale offertes aux entreprises et aux grands revenus, et enfin, dans la mesure où les financiers, les propriétaires du capital représentés par les dirigeants des banques, les dirigeants des fonds de pension et plus encore les dirigeants des fonds de placement flanqués de leurs traders, prélèvent la rente que leur assurent les intérêts de l'argent prêté. Précédemment, le développement de l'État social d'une part et la gestion colbertiste puis keynésienne de l'économie, d'autre part, empêchaient, ou plus exactement freinaient ces politiques libérales. Il est vrai que, après la Deuxième Guerre mondiale, les forces sociales, classes populaires fortement mobilisées, partis communistes puissants, groupements issus de la résistance désireux de rompre avec le régime pétainiste et d'éviter les errements de la période d'avant la guerre qui militaient pour le plein emploi, pour la reconstruction, pour un développement économique contribuant à la réduction de toutes les formes de précarité de l'existence, étaient des apostrophes, autant plus entendus que le patronat, et plus largement une grande partie des classes dirigeantes, s'étaient discrédités dans la collaboration avec l'occupant nazi. Les nouvelles élites dirigeantes, la noblesse d'État, convertie à une gestion keynésienne de l'économie, étaient d'autant plus prêtes à accepter des négociations avec les représentations syndicales que les redistributions de revenus opérées par l'État social étaient réinvesties dans les circuits financiers différents des marchés boursiers, en particulier dans la circulation d'une épargne réinvestie dans le logement, et que la mise en place des nationalisations à bord, puis des procédures de protection financière des entreprises, les contrôles croisés, leur permettait d'asseoir leur pouvoir et même de l'étendre dans des conditions de sécurité assez satisfaisantes. Mais dans les années 1980, les orientations des dirigeants des administrations d'État et des managers des entreprises n'étaient plus les mêmes. Opportunisme politique des uns, volonté des autres de rétablir des taux de profit en chute et surtout désir de dominer à nouveau une classe ouvrière, et plus largement des salariés, qui leur échappaient, poussèrent ces deux groupes à se rallier au libéralisme anglo-saxon. En France, les dirigeants politiques ont joué en la matière un rôle de premier plan. Entre 1976 et 1981 déjà, Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre, qui rêvaient de transformer tous les Français en propriétaires, s'étaient efforcés de rompre avec les politiques qui avaient cours en mettant en place une sorte de proto-néolibéralisme. Mais c'est durant la période d'alternance, un président de la République socialiste et un premier ministre de droite, que Jacques Chirac renoncera définitivement au canon gaulliste de gestion de l'économie et se ralliera au néolibéralisme. Les gouvernements socialistes ne seront pas en reste. En supprimant le contrôle des changes, en disjoignant inflation et hausse des salaires, en autorisant la création de nouveaux produits spéculatifs, en cessant d'alimenter en flux monétaire le marché de la construction du logement populaire, ce qui oblige un plus grand nombre à emprunter aux banques, en déréglementant les activités boursières, le ministre socialiste Bérégovoy était félicité par le Wall Street Journal d'avoir réalisé le Big Bang de la Bourse de Paris et d'avoir permis la titrisation. Puis, plus tard, en organisant la privatisation des banques et des entreprises nationalisées, en participant à la création d'instances supranationales, la Commission européenne et surtout la Banque centrale européenne qui interdit aux États de recourir à ces prêts et oblige à se tourner vers les marchés financiers, en participant aux négociations de l'OMC ou à celles de l'AMI, les dirigeants de l'État, de la gauche socialiste comme de la droite chiracienne, contribuaient à renforcer les mécanismes de concurrence les plus à même, au nom de la compétitivité, de déstructurer les réglementations nationales et surtout de mettre à mal le droit du travail et les transferts sociaux de l'État social auxquels étaient adossés les collectifs de salariés. Avec la pression de l'endettement sur l'État, la revanche sur la perte relative du pouvoir qu'avait connu le patronat en Europe occidentale, après les grèves nombreuses et puissantes de 1968 à 1972, dont témoignait la baisse du taux de profit, l'extension des droits syndicaux, l'amplification des moyens à la disposition de l'assurance sociale et des retraites, et surtout, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de la contestation du pouvoir, devenait possible. En multipliant, autour d'entreprises centrales de plus en plus spécialisées dans le montage, des petites entreprises filialisées ou sous-traitantes vers lesquelles sont renvoyées toutes les contraintes qui s'exercent sur le salariat, la nouvelle organisation du travail contribue largement à défaire non seulement la représentation que la classe ouvrière a pu avoir d'elle-même,
de ses ambitions et de son unité, mais aussi l'emprise des organisations collectives de défense des intérêts des salariés. Il est vrai que l'individualisation de la relation salariale, avec les entretiens d'évaluation, la personnalisation des salaires et des primes, les avancements au mérite, la suprématie donnée à la gestion de soi, d'une part, et le contournement quand ce n'est la destruction du droit du travail, avec la multiplication des contrats de courte durée, de l'intérim, du temps partiel et l'externalisation, d'autre part, amplifie la mise en cause des collectifs du travail. Dans ces conditions, les dirigeants des États soumis au chantage à la délocalisation et à la hausse des taux d'intérêt, inventèrent d'autant plus aisément d'ailleurs qu'ils adhéraient aux croyances qui soutenaient ces politiques, de nouvelles formules pour imposer la discipline salariale et la maîtrise des finances publiques. En France, la désinflation compétitive par exemple. En somme, les financiers et les entreprises ont eu le pouvoir d'obliger les États à démanteler le compromis fordien capital-travail. Comme l'écrit si bien Frédéric Lordon, pour la France, la déréglementation, d'abord opérée dans la cécité technocratique d'une gestion financière de moyen terme, se fait alors le vecteur d'une rationalité émergente qui s'élabore au fil d'une opportunité se découvrant peu à peu comme telle, et qui rallie à elle toute la classe dirigeante, bien au-delà des seules élites politico-administratives. Cela a renforcé la capacité du monde financier à dominer l'organisation du travail. Aussi, n'est-il pas étonnant, alors que les actionnaires et financiers comparent sans cesse les rentabilités de leurs capitaux et ajustent leurs espérances de profit au marché, que les entreprises exigent la flexibilité absolue, lancent des plans sociaux, individualisent les relations salariales, imposent des systèmes d'autocontrôle, le tout sous la menace du chômage que permet l'existence d'une armée de réserve, autant plus prête à accepter des concessions qu'elle est précarisée. Il s'agit bien là d'une formidable expérience en vraie grandeur qui donne à voir en quoi consiste une véritable redistribution du pouvoir entre les groupes sociaux, et comment les forces qui les soutiennent sont inscrites dans les structures, c'est-à-dire dans des constructions institutionnelles. Au fur et à mesure que ce système se développait, la financiarisation devenait dominante et ses propriétaires devenaient de plus en plus puissants. Pour le saisir, il suffit de savoir que les entreprises, plutôt que d'investir dans l'organisation de la production, sont elles aussi obligées d'emprunter ou, si elles le peuvent, préfèrent se lancer elles-mêmes dans les placements financiers en créant parfois pour ce faire, leur propre banque. Dès lors, une partie de leurs actifs sont recyclés sur les marchés financiers, que les banques ont réorganisé leur système de fonctionnement, que les prêts bancaires internationaux qui représentaient 4% du PNB des pays de l'OCDE en 1980, en représentent 44% en 1991 pour atteindre des sommets en 2008, que les produits financiers basés sur la titrisation de créances ont été institutionnalisés avec la réforme des bourses et celle des officines d'agents de change et surtout avec, aux USA d'abord, la disparition des contrôles et réglementations des banques, leur permettant de engager dans des opérations spéculatives avec leurs fonds propres, que le marché des produits dérivés et autres titres a proliféré et atteint des sommets. Leur commerce journalier atteint 5 700 milliards de dollars en 2004, que les divers fonds spéculatifs utilisent l'endettement dans des effets de levier pour accumuler des profits substantiels, que les fonds de pension ont des avoirs qui en 1996, aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, au Canada et en Allemagne, représentaient déjà plus de 4 320 milliards de dollars, que les actifs des investisseurs institutionnels, autres que les fonds de pension, dépassent les 10 milliards de dollars, que la spéculation sur les taux de change des monnaies ou sur les différences de taux d'intérêt est une source de gains pour le moins appréciable. Dans ces conditions, les capacités des banques centrales à résister à la spéculation, elles qui ne possédaient en 1991 que 553,6 milliards de dollars, apparaissent limitées, d'autant plus d'ailleurs que accroissement des marchés financiers, dont la valeur était estimée comme équivalent le produit intérieur brut mondial en 1980, est fin 2005 plus de 3 fois plus grande, 316% du PIB mondial. Dès lors que dans des entreprises, qui vivent au jour le jour, les plans d'investissement, qui demeure le seul élément objectif de jugement, n'existe plus, l'avenir de chacun est en fin de compte suspendu au cours de l'action en bourse, c'est-à-dire accroché à une croyance, car s'il est bien un domaine où n'existe pas d'étalon de mesure, quoi qu'en disent les économistes qui élaborent des modèles sophistiqués,
c'est bien celui de la valeur des '. Une action. Tout montre que cette valeur correspond à des attentes collectives capables de produire aussi bien les débandades paniques des krachs boursiers que les bulles spéculatives à même de bouleverser, du jour au lendemain, les rapports des forces au sein du champ économique. Si le pouvoir des actionnaires n'a pu s'établir qu'avec l'aide de l'État, le pouvoir de la finance n'a pu, lui non plus, se mettre en place sans le concours de l'État, ne serait-ce qu'en renonçant au contrôle de leur financement pour s'en remettre à un marché de la dette sur lequel rivalisent les financiers internationaux. Il est vrai que le néolibéralisme n'a jamais eu d'autre fin que de faire disparaître les collectifs politiques institutionnalisés qui l'empêchent de se développer à sa guise. De plus, cette puissance de la finance n'a pu survivre, après la crise qui a commencé en 2007 et qui a entraîné la faillite d'établissements financiers considérés jusqu'alors parmi les plus puissants du monde, qu'avec les interventions des États, lesquels, en s'endettant de manière considérable, permettent au néolibéralisme de s'étendre implacablement. L'État au secours des banques. Pour bien le comprendre, il est nécessaire de rappeler que les USA ont, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, agi pour relancer à leur profit les marchés financiers en utilisant 4 moyens. La variation des taux d'intérêt des emprunts en dollars, les réformes fiscales, l'organisation du crédit, la dérégulation des marchés spéculatifs. C'est dire que le système qui a été progressivement mis en place repose sur un triple endettement, celui des ménages, celui des organismes financiers et des entreprises, celui des États, et ainsi assure un pouvoir matériel et symbolique considérable aux détenteurs du capital. Ce processus a été amplifié par la décision du directeur de la Réserve fédérale, Fed, Paul Volcker, en 1979, agissant en la matière comme le voulait la théorie économique monétariste élaborée par Milton Friedman à laquelle s'était rallié le président Reagan, de relever de façon substantielle les taux d'intérêt, ce qui a attiré vers les USA des masses financières considérables. De la même façon, la réforme fiscale de Reagan, promulguée en 1981, en diminuant les prélèvements va permettre aux revenus ainsi dégagés de se réorienter vers les placements financiers. Cette même politique, face à la diminution constante de la part des salaires, aux États-Unis comme en France, conduira à soutenir la consommation en développant toutes les formes de crédit, jusqu'au surendettement des ménages économiquement les plus fragiles, ce qui augmente par des jeux d'écriture la masse monétaire et permet aux prêteurs d'empocher les intérêts. Enfin, la déréglementation des institutions financières sera amplifiée avec le Financial Services Modernization Act qui défait les contrôles et régulations qui existaient depuis le Glass-Steagall Act mis en place après la crise de 1929 et ainsi, facilite les placements spéculatifs. En Europe, la libéralisation des taux d'intérêt et surtout les modifications du financement des États, obligés dans un premier temps à ne plus recourir aux banques centrales mais à emprunter aux marchés financiers, puis dans un deuxième temps, la directive des marchés financiers, MIF, qui institutionnalise ces procédures, joue le même rôle. Pour passer outre aux limites que leur imposaient des règles prudentielles et les contrôles de création de monnaie imposés par les banques centrales, les organismes financiers utiliseront la titrisation des créances pour sortir de leur bilan celles qui sont les plus risquées et ensuite les revendront à d'autres investisseurs attirés par des intérêts élevés. Ces opérations de gré à gré échappèrent vite à la surveillance des concurrents qu'implique tout marché, pour basculer dans l'opacité la plus complète. Tout se passe comme si ces différentes décisions avaient fini par former un système tout-puissant qui s'est effondré à partir de la fin de 2006, lorsque des ménages américains qui avaient pu accéder à des prêts immobiliers spéciaux, pas de remboursement du capital durant les 2 premières années, taux d'intérêt variable, sachant que la propriété de la maison leur avait été présentée comme le but de l'existence, bien qu'ils aient un risque de non-remboursement élevé, un credit solving très faible les plaçant dans la catégorie subprime, n'ont pas pu, du fait de la hausse des taux d'intérêt, faire face aux échéances de remboursement. Comme les prêts que les banques leur avaient consentis avaient été insérés dans des produits financiers moins risqués et revendus à d'autres organismes, les défaillances se sont plus ou moins répercutées sur l'ensemble des banques et assurances. En avril 2007, New Century, le plus grand spécialiste bancaire états-unien des emprunts subprime, fait faillite, suivi par la banque d'affaires Bear Stearns qui annonce l'effondrement de 2 de ses fonds de couverture. Le 7 septembre 2008,
Les deux plus importantes banques hypothécaires, Fannie Mae et Freddie Mac, au bord de la faillite, sont nationalisées. Le 14 septembre, la banque d'affaires Merrill Lynch, en grande difficulté, est rachetée par Bank of America. Le 15 septembre, Lehman Brothers fait quasiment faillite. Le 16 septembre, AIG, le plus gros assureur du monde dont la chute aurait des répercussions en chaîne, est pratiquement nationalisé. Le 19 septembre, le ministre des Finances Henry Paulson propose de racheter pour 700 milliards de dollars les prêts pourris. Au total, c'est aux USA près de 1800 milliards de dollars que le gouvernement investira pour sauver les banques. En Europe, le risque de faillite est aussi très grand et conduira les gouvernements et la Banque centrale européenne à voler au secours des établissements financiers en difficulté. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, toujours prêt à suivre l'exemple américain, n'a pas été en reste pour voler au secours des banques. En somme, tout s'est passé comme si les dirigeants des États, tous d'autant plus convaincus de l'inéluctabilité d'un néolibéralisme qu'ils avaient été les premiers à croire en ses mérites, avaient remis en selle les établissements financiers et l'économie de marché. Ces opérations financières, qui ont contribué à déstructurer la monnaie, les politiques de taux de change, les réserves monétaires et à limiter considérablement les pouvoirs de régulation des États, ne peuvent paradoxalement se poursuivre que dans la mesure où les élites politico-administratives qui dirigent les États, même si elles sont tentées sous la pression des électeurs et poussées peut-être par la crainte de voir leur pouvoir se restreindre, à réintroduire des régulations, plafonnement des bonus des traders, limitation des spéculations avec les fonds propres, mise sous contrôle des fonds spéculatifs et des marchés dérivés, réformes financières par exemple, non seulement les permettent, mais encore les facilitent et les légitiment. On sait que les banques ont utilisé les avances consenties par les gouvernements pour reconstituer au plus vite leurs bénéfices. Ainsi, Goldman Sachs a-t-il gagné 100 millions de dollars en 131 jours de trading en 2009, et ainsi, remboursé les prêts des États et retrouvé leur indépendance. On sait aussi que des organismes bancaires comme Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley ou des compagnies d'assurances comme Prudential ou en France, la BNP, ont profité des difficultés de leurs concurrents pour accroître leur puissance en achetant à bon compte des parties rentables des entreprises défaillantes. Ainsi Prudential rachète-t-elle pour 15 milliards de livres les activités d'assurance vie asiatique d'AIG, alors que la BNP achète une partie du groupe financier belge Fortis. Il est vrai aussi que le champ financier sait s'opposer à toute tentative étatique de régulation trop contraignante. Les pratiques des établissements financiers qui spéculent sur la dette des États qu'ils ont eux-mêmes contribué à creuser. Ainsi en a-t-il été de Goldman Sachs dans la dette de l'État grec et des hedge funds comme SAC Capital Advisors, Greenlight Capital, Soros Fund Management, Paulson & Co. dont des dirigeants se seraient réunis le 8 février 2010 à Manhattan pour envisager de pousser l'euro à la baisse, et qui résistent à toute tentative de régulation en exerçant des pressions sur les gouvernements, le montrent on ne peut mieux. Face aux mesures envisagées pour encadrer les dérivés de crédit, CDS ou Credit Default Swap, les organismes financiers de Wall Street ne voient guère la nécessité d'une régulation spécifique. Ils savent faire durer les procédures, comme la Deutsche Bank, sereine face aux évolutions de régulation, qui ont pris du retard, sachant que leur entrée en vigueur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.